bonsoir. Vous êtes criminologue et spécialiste du terrorisme. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier plateau. 2 explosions à l'aéroport de Bruxelles, des déflagrations dans le métro. Est-ce que c'était prévisible ? Bon, c'était tellement prévisible que c'était même annoncé. Le propre gouvernement belge a passé son temps depuis novembre et surtout janvier à annoncer des attentats, à mettre la ville en état de siège, plusieurs jours déjà. Et donc, s'il y a un attentat dont on ne peut pas dire qu'il n'a pas été annoncé, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs une des curiosités de ces événements, c'est que tout le monde sait qu'il va y avoir des attentats. On sait même à peu près où les attentats vont avoir lieu. L'État islamique passe un temps fou à nous l'annoncer dans ses revues en français, en anglais, en arabe et autres, à nous le youtuber. Et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais écouter ce qu'il nous raconte. Donc oui, il y a une curiosité, mais non, il n'y a aucune surprise. Et les exécutants étaient fichés en plus. En plus. Comme d'habitude. C'est ce que j'allais dire. Comme Ça fait 20 ans, depuis Khaled Kelkal, qui est le premier hybride, le premier cas de prototype criminel qui passe au terrorisme. D'habitude, on avait des politiques qui utilisaient la violence. Ça, on savait ce que c'était. Oui, Brigade Rouge et compagnie. Tout ça, action directe, on était habitués. On a vu apparaître un truc bizarre avec Khaled Kelkal qui a surpris tout le monde. Tout le monde. Personne ne peut dire qu'il a... Nous, les criminologues, enfin, tout le monde. Bon, après, on a su que ça existait. Et c'est pas ce qu'on a eu. On a eu ce qu'on croit appeler Al-Qaïda, dont nous sommes les inventeurs pour lutter contre les Russes en Afghanistan, et qui est un golem, ça s'est retourné contre nous, comme d'habitude. Mais c'est une organisation, comme disait Donald Rumsfeld, on a les factures, on sait ce que c'est. On l'a inventé, ça s'est retourné contre nous, mais on sait où c'est. Un peu comme l'État islamique, vu par nos amis sunnites. Mais si vous me prenez tout ce que je vais dire, Vous débordez sur le temps de... Bon, enfin, je l'avais dit, si vous venez pour parler à ma place, je l'avais dit avant de venir. Et donc, vous avez ça. Et puis, ça a disparu jusqu'à Mera. Mera, c'est Kelkal copié-collé. C'est le même. Vous prenez son dossier judiciaire, son dossier criminel. Voilà. Kelkal, où est-ce qu'il est radicalisé? À Bruxelles. 95. Ah, déjà Kelkal? Oui. Kelkal est radicalisé à Bruxelles. C'est là où il passe au GIA pour être un agent du GIA qui devient le groupe salafiste. Déjà. Donc, nous n'avons aucune surprise, c'est rien. Nous n'avons juste une amnésie collective généralisée visant à ne plus jamais nous souvenir de quoi que ce soit. Mais hélas, je dis bien hélas, il n'y a pas de surprise. La bonne nouvelle, par contre, si je peux me permettre de terminer comme ça, c'est que curieusement, ce que les services de renseignement proactifs, qui sont là pour empêcher les attentats et pas pour arrêter les auteurs, ne savent pas faire, la police de papa, informateur, indicateur, interception, perquisition, donne d'excellents résultats. Et alors là, on est dans un paradoxe absolu, c'est que l'inspecteur Google attend désespérément que l'écran lui donne une réponse qu'il n'aura jamais, alors que le policier Clémenceau sort avec son petit carnet de notes, va faire sa perquise, relève des empreintes, écoute l'informateur, écoute l'indicateur et arrête les terroristes. Alors, ça signifie on quoi? est dans la... Ça signifie... L'erreur, le fétichisme technologique est une erreur. Alors, est-ce que ça signifie qu'à un moment ou à un autre, nous, je parle hors des États-Unis, on s'est aligné sur les Américains qui, eux, ne croient qu'à la technologie? Bien sûr. Et eux, ils l'ont payé, le 11 septembre, ils l'ont payé à Boston, ils l'ont payé à San Bernardino. Est-ce que vous pensez que c'est une des causes de ce dysfonctionnement? On a un sujet assez simple, on a 2 oreilles, pas de cerveau, on a décidé de mettre 4 oreilles pour voir si ça marchait mieux. Il est difficile que ça produise un effet quelconque. Et vous pensez que cette fois-ci, le message va être entendu Alors, paradoxalement, il n'est pas entendu. On a l'impression qu'ils ne l'entendent pas, mais ce n'est pas vrai. Rocard le premier, Sarkozy, paradoxalement, Valls, Cazeneuve, sont des gens extrêmement lucides et même plutôt proactifs. Mais ils sont face à une administration dont la lenteur devient aujourd'hui quasiment un cas d'école. Plus le terrorisme est rapide et accélérant, plus le système bureaucratique est lent et procrastinant. C'est-à-dire qu'il se refuse à une révolution culturelle. Pourquoi? Ils ne savent faire bien qu'une seule chose, le contre-espionnage. Le contre-espionnage, le temps est long et le secret est absolu. Il faut à la fois protéger ses sources et remonter à la tête du réseau. L'antiterrorisme, le temps est court et le partage doit être absolu. Évidemment, quand on devient schizophrène, on ne fait bien que ce qu'on sait faire, du contre-espionnage. Nous n'avons pas de service antiterroriste en Occident. Aucun. Le seul service antiterroriste en Occident créé pour faire l'antiterrorisme est à la police de New York, une police locale. Tous les autres services ne font que du contre-espionnage avec les méthodes, la culture, l'histoire du contre-espionnage. Il ne se passe donc pas grand-chose, hélas. Je ne veux pas aller trop loin sur cette piste, mais à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, et pas seulement dans l'antiterrorisme, on met en cause la bureaucratie, que ce soit les finances, l'antiterrorisme, ça devient un peu inquiétant. Ah mais là c'est culturel, c'est pas structurel. Ah bon? C'est pas la faute du fait que ça soit la DGSI, la DCRI, la DST. Quand il y avait DRG en 86-95, il y avait encore des attentats et ça ne changeait rien. La proximité est un sujet au sens de l'humain.
Mais la culture... Parce que Trévidic nous a expliqué que, le juge, il nous a expliqué que la fusion des deux services avait été une cata parce que on allait beaucoup moins sur le terrain encore qu'avant. Oui, mais c'est pas la fusion des deux services comme un élément structurel. Il n'aurait jamais fait que du contre-espionnage de toute façon. C'est la fusion des deux services parce qu'elle a oublié l'humain. C'est le fétichisme technologique. C'est pas structurel, c'est pas personnel. Les dirigeants des services sont pas plus cons que les autres, ni plus méchants, ni plus mauvais. Au contraire, d'ailleurs, paradoxalement, ils sont les plus allants. Mais ils vous disent, si je vais trop vite, mon service, il va casser. Parce qu'il a une longue histoire, parce qu'il a une longue culture, parce qu'on sait qu'on a recruté. Et tu ne peux pas subitement envoyer des centaines d'analystes, consultants venus de l'extérieur dans un cadre universitaire, ce qui est le charme de ce qui a été fait à New York et seulement à New York. 50-50, moitié civil, moitié uniforme. Parce que tu vas casser le système, il va se bloquer, etc. Et ce n'est pas faux. Mais du coup, c'est long, lent et extrêmement difficile. Alors, on parle d'un FBI européen. Ce serait une bonne solution ? Si c'est pour cumuler les défauts de chacun des pays pour en faire un au niveau superstructurel, non. Si c'est pour en faire un vrai outil d'analyse qui concentre le meilleur du cerveau, du conceptuel et de l'opérationnel, pour partager d'un côté ce qui est le contre-espionnage qui doit rester secret et qu'on ne partagera jamais. Et de l'autre, les fichiers antiterroristes qu'on peut totalement partager, puisqu'il n'y a plus de questions, ce sont en fait des fichiers criminels. 90% des opérateurs sont des criminels connus pour des activités criminelles. C'est de la police judiciaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas la guerre au terrorisme et qu'on doit lui faire la vraie police. Alors oui, ça peut marcher à condition d'avoir un partage des cerveaux et pas simplement une logique de superposition des bureaucraties locales. Alors moi je vous écoute et au début vous avez dit c'est bizarre. À chaque fois, on sait très bien que ça va arriver, on sait très bien comment, et on oublie à chaque fois, et on ne sait jamais le traiter, etc. Et alors, je vais vous proposer une hypothèse de réflexion, parce que moi, je ne me place pas du tout sur le plan technique, comme vous, parce que d'abord, je n'ai pas la compétence, et que, en plus, pour moi, le problème, comme toujours, n'est jamais seulement technique. Derrière la technique, il y a une politique, et derrière la politique, il y a une mystique, comme disait Peggy. Et donc, je veux voir la politique et la mystique. Et d'après moi, pourquoi la technique ne marche pas? C'est parce qu'on se refuse à voir la politique et la mystique. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sortent pas de nulle part. Ce n'est pas une création artificielle. Ils sortent de quoi? Ils sortent, de la salafisation massive de l'islam depuis 20 ans, et 2, ils sortent de la massification d'une immigration arabo-musulmane, en particulier marocaine, je vois que maintenant on commence à en parler, dans les pays européens et en particulier en France et en Belgique, avec la création de quartiers, je ne sais pas comment on peut dire, de villes complètement islamisées, avec une population uniformisée qui a chassé les autres, d'ailleurs souvent grâce à ces petits délinquants dont la porte de sortie théorique et quelquefois morale, une sorte de rédemption, c'est le djihad. On oublie toujours, on nous dit oui, mais c'est pas l'islam n'a rien à voir puisqu'ils étaient de mauvais musulmans. Mais justement, ça s'appelle la rédemption. Et la rédemption pour ces petits voyous, pour ces trafiquants, mais bien sûr. Ça marche pas pour Abdeslam, par exemple. Mais bien sûr que si. C'est tous des petits voyous. Oui. C'est tous des trafiquants. Donc ils ont le savoir-faire. Mais en même temps, ils ont la culpabilité. Et on leur dit, tu vas faire rédemption. Dans toutes les religions, c'est prévu comme ça. Sauf que dans l'islam, la rédemption, c'est par le djihad. C'est tout. Et donc ils sortent de là par le haut. Et on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir que la cause première, c'est l'immigration. On ne veut pas voir que la cause seconde, c'est la salafisation de l'islam. Alors évidemment, on se retrouve à chaque fois démunis, puisqu'on croit, comme dit Olivier Roy, que c'est la radicalisation, l'islamisation de la radicalisation et autres fadaises de sophistes talentueux. Voilà, donc je vous livre cette hypothèse-là. Tant qu'on n'admettra pas ça, eh ben, on ne pourra jamais techniquement avoir des réponses adaptées. Alors, pour des raisons historiques liées à ma propre culture, ça fait très longtemps que je ne pense pas que la technique soit la réponse à quoi que ce soit. Le fétichisme technologique ou le fétichisme technique produisent les mêmes effets, c'est-à-dire l'ignorance. Et moi, j'ai jamais pensé que la laïcité était une excuse à l'ignorance. C'est pour ça que je vous livre cette réflexion, parce que je sais que ça va avoir écho chez vous. Et puis, la référence à Peggy ne m'est pas indifférente. Mais sur le fond, je crois qu'il y a 3 niveaux de regard. Et paradoxalement, vous m'excuserez d'être en désaccord avec vous sur Olivier Roy. Parce que je pense qu'il a tort du point de vue macro et totalement raison du point de vue micro. Expliquez-moi. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ouais. Keppel dit, par exemple, la salafisation est un sujet majeur. Bon, alors, dans la salafisation, c'est un mouvement d'intégrisation. Ces mots n'ont pas de sens dans le monde musulman, mais nous, on les comprend. Absolument. Donc on va
faire culturel. En fait, c'est un littéralisme. C'est un littéralisme et il dit, à la voilà, lettre, ils prennent le texte à la lettre. dans un espace où vous n'êtes plus chez vous, où vous êtes entre recherche d'identité, déraciné, etc. La deuxième génération beaucoup plus que la première et la troisième encore plus que la seconde. Vous devez vous reconstruire une identité. La meilleure identité, c'est d'être dans le littéral absolu. Exactement. Puisque vous ne vivez pas l'islam, mais vous le fantasmez. L'islam fantasmatique est un islam littéral et vous allez vous retrouver là-dedans. Il y a ceux qui choisissent le djihad intérieur, quiétiste. Non, mais ça existe. Oui. Et puis il y a ceux qui choisissent le djihad de l'épée. Oui. Enfin, c'est comme la blague de c'est les poissons volants, ça existe aussi, et c'est pas la majorité du genre. Alors, chez les salafistes, c'est l'inverse. Voilà, merci. Paradoxalement. Non, chez les salafistes, il y a plus de quiétistes que de djihadistes, parce qu'autrement, on en aurait plusieurs millions. Nous en avons plusieurs. Les uns sont complices des autres, Je ne monsieur dis pas Bauer. le contraire. Non, mais ce que j'explique, c'est le passage à l'acte. Vous m'excusez, j'entends bien le concept de complicité, dans mon métier, c'est important. Mais il y a le passage à l'acte. Dans l'eau, vous connaissez aussi. Le passage à l'acte est un sujet important. Or, dans le passage à l'acte, on est encore... Mais l'environnement salafiste aide massivement à ce processus de passage à l'acte. Deuxièmement, ce sont des hybrides. Donc vous avez raison, il y a une partie rédemption, mais il y a aussi une partie camouflage, enfumage. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans la rédemption. C'est quand même plus facile de continuer à faire du petit banditisme organisé en me faisant passer pour un militant qui utilise la tariya, c'est-à-dire la dissimulation, que d'être un vrai militant islamique qui respecte l'intégralité des règles, y compris pas fumer, pas boire et pas sortir en boîte. Situation Mera, mais situation Abdeslam, y compris encore récemment. Donc, il ne faut pas sous-estimer leur capacité non seulement à utiliser la rédemption pour rentrer dans l'islam, mais aussi à se cacher à l'intérieur de leur univers pour dire, voyez, je suis un bon musulman, mais en fait, pas du tout. Non, c'est comme dans toutes les religions. Oui, bien sûr, mais il faut l'intégrer comme élément. Troisièmement, quand Olivier Roy dit, ce sont des radicaux islamisés, il intègre une partie dont nous ne parlons pas, mais qui est très importante, qui sont les convertis. Et comme vous le savez, les derniers des convertis sont toujours les pires des croyants. Et dans les convertis, ce qu'on voit, nous, c'est des radicaux islamisés, numériquement. Quand vous prenez chacun des individus, vous regardez leur casier, leur fichier, leur truc, Olivier Roy a massivement raison quand on prend individu par individu. Et c'est ça qui est important. C'est que les radicaux islamistes, j'aimerais comprendre. C'est des gens qui auraient pu être à Action Directe, on en parlait, qui auraient pu être aux Brigades Rouges, qui auraient pu être dans n'importe quelle organisation, et notamment qui sont tous d'abord des criminels. Vous en savez parce que quand on les voit d'où ils viennent et ce qu'ils font, ce sont les mêmes que ce qu'on avait chez les Anars, chez les BR, chez Action Directe. C'est ça que je vais vous expliquer, c'est que quand on prend un individu... Vous sortez de la grille de Zemmour, vous me perturbez, là. Non, mais attendez, si on peut en placer une. Si on peut en placer une. Toujours tout. Je vais répondre. Non, mais c'est intéressant. Quand on prend individu par individu, vous prenez une centaine de terroristes identifiés, ayant revendiqué qu'on peut... On se dit que la grille de lecture d'Olivier Roy, loin d'être fausse, est plutôt individuellement juste. Je vais vous répondre là-dessus. La grille de lecture de Zemmour, que je connais par cœur, que nos téléspectateurs connaissent par cœur, c'est que... Au moins, je suis cohérent. Ah ben ça, c'est sûr. Et un peu répétitif. Ah ben, c'est l'histoire qui est répétitive. C'est pas de ma faute s'ils font des attentats tous les 3 mois. C'est d'essentialiser l'islam. L'islam est un problème en bloc. Le problème, c'est que dès qu'on entre dans les faits, c'est pas ça. Pour la plupart de ces gens, l'islamisme, c'est la perpétuation du banditisme par d'autres moyens. Voilà. C'est aussi, pour certains, la possibilité de s'inventer un destin, voilà, le califat, et voilà. Et il y a, alors ça devrait faire plaisir à notre prochain invité, Gaspard Koenig, ce sont des gens qui s'inventent avec ce qu'il y a sur le marché. Pour certains d'entre eux, je ne dis pas tous, pour certains d'entre eux, en effet, à l'époque, ils auraient choisi les Brigades Rouges, ils auraient choisi Action Directe. En ce moment, sur le marché, ce qui est à la cote, à la bourse du terrorisme, c'est l'islamisme, ils le prennent. Donc je veux dire que, qu'est-ce qu'il y a de pire que les attentats de Bruxelles ou de Paris? C'est d'enchaîner sur une grille de lecture fausse qui va produire les mêmes drames. Mais oui, parce qu'on n'arrivera pas à arrêter ces gens si tu penses que être musulman, c'est un problème en soi. Non, c'est pas un problème en soi. On arrêtera. 98% des Français musulmans n'ont rien à voir avec ces horreurs. Et même, en effet, dans ce qu'on nomme les salafistes, en effet, il faut savoir faire la distinction entre les quiétistes, très anti-violents, parfois, et les salafistes qui sont au contraire le vivier de ces terroristes. Mais il faut faire un peu preuve de finesse d'analyse. N'essentialise pas tous les musulmans. Tu devrais demander une chronique à elle, parce que comme psychologisme, t'es au point là. À lui peut-être. Non, à elle c'est bien, parce que elles aiment bien, ça tirait très bien. Deuxièmement, j'aimerais te poser une question. Quand Abdeslam va se réfugier, si tout le monde était innocent et il n'y a que 10 personnes qui sont méchantes, pourquoi il ne va pas se réfugier à Neuilly?
Il va se Non, réfugier. mais c'est bizarre ton histoire, parce que moi je penserais que, tu vois, de toute façon personne n'est complice de rien. Donc qu'il aille à Neuilly, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est bizarre, il va à Molenbeek. Il va se Et puis alors les réfugier. autres ils vont à Trappes, et puis les autres ils vont... C'est Abdeslam va bizarre, se oh là réfugier là. là où se trouve sa famille, Eh oui. ses Oui, copains, ah, tiens, déjà il y a des ses copains à cet réseaux. homme-là. Et moi, j'observe qu'en France, on a mis beaucoup de temps à attraper Colonna, par exemple, Oui, c'est exactement la même chose. pour des réflexes de Ah bah, solidarité alors- qui, là, pour le coup, ne sont pas alors là, religieux. merci de m'apporter de Ne l'eau à sont mon pas moulin. religieux. C'est exactement la même chose. Mais tu vois, tu es essentialiste aussi. Les corps, c'est pas bien. Oh là là. J'essentialise pas les Oh Corses. là là, mais oui, La tu es plupart des essentialiste, Corses n'ont c'est rien à grave. voir Ah, avec tiens, les c'est attentats, bizarre. etc. Lui aussi, il va se Non, réfugier mais en non, Corse. bah, Alors, je voudrais... tu te réfugies Ah, dans mais ton... oui, dans voudrais le qu'on milieu, avance. je te le fais pas dire. voilà. Parce qu'il y a la théorie maoïste, M. Bauer connaît bien, du poisson dans l'eau. Quand il y a beaucoup d'eau, eh ben, les poissons sont à l'aise. Les gens ne Quand sont on pas vide de l'eau. l'eau, les poissons meurent. C'est tout. Les gens ne sont pas de Alors, l'eau. avançons, Bah si, les gens sont de l'eau. un tout petit peu. C'est pour ça que le poisson volant a son utilité. Exactement. Exactement. Et donc, deuxième chose, je Exactement. voulais vous dire, parce que vous m'avez sur Olivier Roy, parce que je continue. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison. Ils auraient pu. Je connais pas aussi bien que vous, donc je m'incline très vite. Ils auraient pu être à action directe. Ils auraient pu. Sauf qu'ils se convertissent à l'islam. Et pourquoi ils se convertissent à l'islam, Monsieur Nolo? Oui. C'est parce que leur univers est islamisé. Quand leur univers, dans les années 70, j'ai bien connu, était gauchisé, politisé, marxisé, ils devenaient action directe. Quand leur univers, Mais le après marxisme- 40 ans d'immigration, le marxisme est mort, ça t'a pas échappé. oui, bah justement, pas l'islam, était islamisé, ils s'islamisent. Donc ça ne Cher change Zemmour, encore moins. Vous venez de faire la synthèse que j'essayais d'expliquer entre Bah, la oui. ligne Keppel et la ligne Rouen. Eh ben voilà. C'est-à-dire Je que vais leur dire. l'environnement général, macro, vu par Voilà. Keppel, la salafisation, c'est-à-dire l'intégrisation d'une partie importante de l'islam, est un vrai sujet, Voilà. et que du coup, le passage à la radicalisation, même si ce mot ne veut rien Oui, oui, dire, attends, il à est l'acte, d'accord. pour dire Ouais. ce que Voilà. j'utilise comme terme, se fait plus facilement dans la mode du moment Ah, c'est et normal. l'eau colorée du moment qu'à Voilà. d'habitude. Mais c'est normal, pour ça c'est parce je que dis c'est l'eau. Ben, Mais Olivier il y a Roy, l'eau. Olivier C'est-à-dire Roy, en l'univers musulman des analysant... populations. Olivier Roy, en analysant chacun des individus, ce qu'il dit est exact J'ai sur compris. l'islamisation de la radicalité, et que Keppel dit oui, mais c'est rendu possible par un environnement Et général. heureusement qu'on est là. Oui, bah, ça aide. Alors, justement, suite à ces attentats, Manuel Valls On a va leur déclaré... dire parce que Manuel Valls, ils s'en sortent mal sans nous. Manuel Valls a déclaré « Nous sommes en guerre et subissons depuis plusieurs mois en Europe des actes de guerre ». Il a même rajouté « Nous sommes sans doute à un niveau d'alerte plus élevé qu'autour du 13 novembre ». Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a raison de le dire? Oh, moi, je préfère qu'on dise les choses plutôt qu'on ne les dise pas. De toute façon, vous verriez le procès que vous lui feriez. De toute façon, il y aurait un procès. De toute façon, il le dit pour traumatiser les gens et c'est la politique de la terreur. Ouais. Ou il l'a pas dit, il est coupable. Donc, de toute D'accord. façon, entre deux mots, Il vaut autant mieux quand même le dire. Autant prendre celui de la responsabilité. En tout cas, moi, je maintiens qu'il faut toujours dire ce qu'on sait, à part dans une enquête où on est en train d'arrêter Oui, bien quelqu'un. sûr, Je pense bien d'ailleurs sûr. qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup trop en Belgique, parce que avoir la télé qui arrive sur les lieux d'une perquise avant la perquise Eh oui, est toujours eh un oui, sujet ça un peu pose un petit compliqué. souci, oui. Mais au-delà de ça, je préfère dire les choses que ne pas les dire. Et oui, le niveau d'alerte est particulièrement élevé. Le seul terme sur lequel Encore j'ai un plus élevé désaccord, Encore bien plus sûr, élevé oui, que oui. autour La du 13 démonstration est là. C'est que, à force de dire que ça Oui. va arriver, ça arrive. Enfin, il y a plus de on risques peut pas qu'il ait reprocher- raison qu'il On peut ait pas tort. reprocher à Charles Michel d'avoir dit le risque est très élevé, ça va péter, et de dire bah, on vous l'avait dit, ça va péter. Hélas, ça Ouais. a pété. Mais du coup, c'est le problème de bon, bah, maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que ça arrive et pas seulement pour régler après que ça soit arrivé. Le seul mot qui m'a toujours dérangé, c'est guerre. Je pense qu'eux nous font la guerre, mais que la guerre au terrorisme ne donne aucun résultat jamais. Pas au Le seul terrorisme, vous avez raison. Voilà, la seule chose qui donne des résultats au terrorisme, c'est justement la police. Et d'ailleurs, la démonstration est faite que quand on fait de la police, on a des résultats, et quand on fait autre chose, on n'en a pas. Mais ce sujet étant traité, il est vraiment... je conçois le message qui est donné par ceux qui veulent faire la guerre au terrorisme, mais je leur explique que ça ne marche jamais, et qu'il vaut mieux traiter... Quitte à dire les choses, autant leur donner un nom. On a traité de ça la dernière fois sur qui est l'ennemi et l'incapacité que nous avons Oui. à le dénommer. Là, il faut aller pour dire ce qu'on fait à l'ennemi, ce qu'on doit lui faire, même s'il utilise des moyens de guerre. C'est nous, c'est lui faire la police, parce que c'est la police qui donnera des résultats. La police prédictive pour éviter les attentats, et la police après pour arrêter les auteurs, ceux qui ne se sont pas fait... Ce qui n'empêche qu'on leur exploser. fait la guerre à l'extérieur aussi. Cette question se pose aussi. Oui, mais on est dans un processus où il y a un État qui a toute la forme d'un État, et donc l'incapacité de dire ce que c'est, en dire ah non, Daesh, comme si nous parlions arabe, ou Daesh, comme si c'était une lessive, qui est quand même un sujet à peu près perturbant.
dans l'incapacité d'une partie de la classe politique à dire les choses. Cet État a un territoire, il a une population, il a une administration, il a une organisation, il a un ministère des attentats, il a une monnaie, il a des finances, il a des réseaux de transport. Il s'appelle État islamique, pas islamiste. Il sait comment il s'appelle. Il sait comment il s'appelle. Et donc, lui. il a à peu près toutes les caractéristiques d'un État. Alors, on peut dire l'autoproclamé État, le pseudo-État, on peut raconter tout ce qu'on veut en adjectivant et pas seulement en essentialisant. Est-ce qu'il faut faire à la fois la police à l'intérieur et la guerre à l'extérieur, où il faut laisser tomber le front extérieur? C'est ça ma question. La question, elle se posait avant. Maintenant, elle ne se pose plus. C'est trop tard. Ah oui. Voilà, mais quand l'État islamique vous a dit ne venez pas nous chercher parce que vous le payerez très cher, ils nous ont prévenus plusieurs fois. L'enlèvement de Gardel et son assassinat, c'était le dernier en Algérie. C'était le dernier message de l'État islamique, ne venez pas nous chercher. L'État islamique dit, écoutez, du temps de Chirac, vous aviez décidé de ne faire aucune des conneries qui ont été faites depuis, où que ce soit, parce que vous faites ce que les Américains font et qui déclenche le chaos pour l'éternité. Mais si vraiment c'est ce que vous voulez, eh bien la guerre, ça n'est pas un jeu vidéo à 10 000 km de distance et à 10 000 mètres de hauteur, vous en payerez le prix et ce sera le prix du sang. Aujourd'hui, ce que l'État islamique fait, c'est desserrer l'étau, justement. Parce que, non pas la guerre que nous menons, mais la guerre que les Kurdes mènent, les milices chiites, les Syriens, les Russes, enfin tout le monde sauf nous, dans la réalité. La guerre... C'est un peu excessif. J'ai pas le sentiment que nous ayons des troupes au sol, ou alors j'ai loupé un épisode. C'est ça la guerre. Et puis nos bombardements, c'est peanuts et avec des Américains. Les bombardements ciblés sont plutôt efficaces, mais dans la réalité, ça n'est pas Dresde. Non, mais les Russes, c'est plutôt Dresde. Voilà. La réalité, c'est que ils nous ont prévenus, ils nous l'ont dit, nous avons fait un choix. Alors, on discute du choix, mais de toute façon, c'est trop tard. Maintenant, on est solidaire du choix qui a été fait. Et donc là, vous n'avez pas d'autre option que d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci Alain Bauer d'être venu sur ce plateau.